Ça faisait un moment que je vous en faisais la promesse, on va enfin parler de Primal. Deuxième jeu et premier vrai succès de l'italien Reggie Games, Primal The Awakening est un boss battler se déroulant dans un univers fantasy et vous mettant aux commandes d'une équipe de chasseurs de monstres sur un continent sauvage. Il a été financé en grande pompe en 2021, passant la barre des 2 millions d'euros et des 11 000 contributeurs. Notez que déjà à l'époque, le all-in n'était pas particulièrement donné puisqu'il vous en coûtait 349 € hors taxe. Les plus fins analystes d'entre vous se disent peut-être déjà « Dites donc, des chasseurs de monstres gérants dans un univers fantasy médiéval teinté de culture asiatique, ça fait drôlement penser à Monster Hunter ça ?» Bien vu Sherlock. Le plus ironique dans tout ça, c'est que le jeu vidéo de Capcom a lui aussi eu droit à son adaptation sur table en 2021, sous la houlette de Steamforge, mais que Reggie Games lui aura coupé l'herbe sous le pied en lançant Primal avant Monster Hunter. Difficile de dire si le succès des Italiens était lié à cet opportunisme, puisqu'au moment du lancement de leur campagne, Monster Hunter World était annoncé depuis un moment. Dans le prolongement de ce coup de force en 2021 et de la livraison des pledges fin 2023, Reggie Games propose depuis la fin de l'année dernière son jeu ainsi que ses extensions sur son store en ligne, avec une note augmentée pour le all-in d'une centaine d'euros. Malgré un succès critique que sa moyenne sur BGG reflète clairement, Primal ne fait pas moins peur avec son coup mirobolant qui s'accompagne de retours réguliers sur sa taille, ses problématiques de stockage, sa complexité, entre autres. Après une grosse dizaine de parties étalées sur l'année passée, je vous propose donc de découvrir aujourd'hui si Primal est fait pour vous, ce qu'il faut en attendre, et ce que cache son coût prohibitif, alors que des rumeurs de nouvelles extensions courent les forums depuis plusieurs mois. Gardez à l'esprit que si cette review n'est pas rémunérée, le matériel que vous allez voir ici m'a été offert par Reggie Games, ce qui vous impose comme toujours un certain recul vis-à-vis des opinions exprimées. C'est parti. Comme j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, je ne vais pas, comme je le fais d'habitude, vous détailler toutes les règles du jeu, ni même spécialement vous découper un tour. Je vais plutôt vous parler des concepts de ce Primal Awakening, afin que vous ayez une idée des enjeux mécaniques qu'il propose. Je commence par une petite précision sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Il y a quelques éléments sur cette table qui ne font pas partie de la boîte de jeu, qui font partie de mon setup à moi. On parle des petits carrés noirs ici au niveau de la pioche des joueurs et des mêmes carrés au-dessus des plateaux monstres. Il s'agit d'aides de jeu que j'ai imprimées sur internet et donc tout à l'heure je vous expliquerai pourquoi elles sont là et pourquoi elles me paraissent assez indispensables. Si vous êtes arrivé aussi loin dans la vidéo, vous avez certainement compris que dans Primal on incarne des chasseurs de monstres contre un monstre. Chacun de ces chasseurs va être très asymétrique. Cette asymétrie va être déterminée d'abord par un deck qui va être propre à votre héros avec un dos particulier. Il y aura également un set d'armes. Ici, on a des doubles lames pour Kara. Et uniquement Kara pourra utiliser les doubles lames, même si elle pourra en changer. Il y en aura d'autres au fil de la partie. Et puis, une carte maîtrise, pareil, qui est propre aussi à chaque héros et qui est une sorte d'objectif que vous aurez à chaque partie. Donc là, si je fais cette action-là 4 fois, eh bien, je retourne la carte et jusqu'à la fin du combat, je bénéficierai de ce passif-là. Ce sont quand même souvent des passifs ou parfois des effets de cartes renforcés. Même si tous les paquets sont différents, invariablement dans chaque deck de champions de héros, vous allez retrouver les mêmes types de cartes. Vous avez les cartes défensives, donc on a les vertes qui sont les esquives, on a les jaunes qui sont les parades, donc elles ont plus ou moins la même fonction. Et vous avez les cartes offensives, vous allez avoir les bleus qui sont la maîtrise et les rouges qui sont l'attaque pure et simple. Chacune de ces cartes va avoir en bas à gauche une valeur et en haut à droite un coût, c'est-à-dire que si je veux payer cette carte qui coûte 1, il faudrait que je défausse de ma main une autre carte qui a au moins une valeur de 1. Chacun de vos affrontements constituant une partie sera découpé en rounds, au sein desquels chaque héros alternera avec une action du monstre, mais en fait vous allez le voir c'est un petit peu plus compliqué que cela, et tout ou presque tout dans Primal ne sera que choix difficile et prise de risque. À chaque round, par défaut et la plupart du temps, vous allez avoir 5 cartes à votre disposition, et le premier gros choix que vous allez devoir faire c'est est-ce que je bouge ou pas. Alors évidemment, bouger, ça coûte une action, c'est-à-dire que la plupart du temps, ça va vous demander de défausser une des cartes que vous avez en main, et ça va déjà amoindrir votre tour. Pourquoi est-ce que je voudrais bouger? Eh bien, avant tout et surtout parce que si je ne le fais pas, je vais me retrouver focalisé par le monstre, je vais être menacé, je vais me retrouver avec ce petit jeton-là, puisqu'évidemment, si je suis immobile, je suis une cible facile, et je vais peut-être me faire repérer, alors ça va avoir plusieurs effets. Là, vous le voyez peut-être de loin, il y a une carte qui indique clairement ce symbole, donc ça pourrait immédiatement faire attaquer le monstre.
mais selon votre adversaire, il y aura plusieurs effets toujours négatifs au fait d'être menacé. Ça peut renforcer des effets ultérieurs, ça peut déclencher certains effets. Dans tous les cas, ce n'est jamais une bonne chose. Le deuxième dilemme qui vient directement après, c'est si je dépense une carte, une action en tout cas, pour bouger, où est-ce que je bouge? Alors, il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en compte. On peut commencer par les éléments de décor que vous voyez ici. Alors, de base, ce sont des standees. Là, j'ai l'extension décor en plastique. Et ces éléments de décor vont avoir un effet sur vous, positif ou négatif. Cette plante, par exemple, si je commence mon tour sur sa case, elle va me soigner d'un point de vie, ce qui n'est pas mal. Je pourrais donc, ici, avec mon Yonard qui commence à jouer, soit me déplacer à gauche et me retrouver sur un buisson, ça me permet d'interrompre mon tour, ça peut être pratique, ou bien aller sur ma droite ici et bénéficier de l'effet de cette plante qui va augmenter légèrement mes dégâts. Mais si je fais ça, je ne prendrai pas en compte une des premières cartes du plateau monstre dont on va maintenant parler, qui est la carte posture, stance, qui indique un petit peu ce que fait le monstre à l'instant T. Donc cette carte-là, il y a pas mal d'infos dessus, y compris le nombre de points de vie, puisque cette carte stance dépend de son niveau de points de vie. Ce qui est important, c'est ce qu'on va voir ici, c'est-à-dire qu'en l'état, actuellement, ce monstre Virexen ne peut être attaqué que par devant ou par derrière, et il n'est pas vulnérable du tout sur les côtés. Donc si je me place comme je suis ici, certes, j'augmente mes dégâts, mais en l'état pour mon tour, je ne pourrai absolument pas l'attaquer. Alors je ne vais pas beaucoup plus loin dans les concepts, mais si vous vouliez voir un petit peu le cheminement qu'il faut avoir dans ce jeu, sachant que Yonard est le premier joueur, il a l'aggro, ce qui veut dire qu'à la fin du tour, le monstre va se tourner vers lui. Donc ça pourrait être intéressant pour moi de me trouver ici, parce que à son tour, si Kara veut bouger pour ne pas avoir la menace, elle peut se placer derrière, dans ce cas-là, elle fait qu'une attaque. Donc dans l'absolu, c'est pas forcément un mauvais choix de se placer sur le côté, mais là tout de suite, je sais que je vais vous embrouiller, c'est juste pour vous montrer que il faut toujours voir plus loin que l'action actuelle. En tout cas, j'ai bougé, donc je ne suis pas menacé, je ne peux par contre pas attaquer. Je vais avoir 2-3 autres choses à prendre en compte. La première, ça va être les périls. Alors les périls, vous en aurez parfois autant qu'il y a d'étapes au boss, c'est-à-dire de postures différentes. Et ces périls, ce sont des choses qui sont toujours négatives et qui vont se produire généralement en fin de tour. Donc ça ajoute une condition supplémentaire. Celle-ci, par exemple, là sur Virexen au début, ça nous dit que si le joueur qui a l'aggro, donc généralement c'est le premier joueur et cet aggro va changer selon les cartes que vous jouez, si le joueur qui a l'aggro a été menacé, donc n'a pas bougé, eh bien notre Virexen va cracher du feu dans la zone où il se trouve, ce qui, vous vous en doutez, n'est pas très agréable. Et à côté de ça, on a des cartes blanches. Alors ces blancs, ça a l'air sympa. Ce sont des défis, des façons éventuellement de simplifier votre combat. Si vous remplissez une certaine condition, soit vous allez faire des dégâts au monstre, soit vous allez l'empêcher de faire quelque chose. Alors ça a l'air sympa comme ça, puisque c'est du bonus, mais à certains niveaux de difficulté, contre certains monstres, il est presque obligatoire en fait d'effectuer ces défis, sinon le monstre vous rend la vie impossible. Donc c'est une condition en plus à prendre en compte. Ici par exemple, de façon très simple, c'est juste d'enchaîner 2 cartes d'attaque et de se trouver dans un certain secteur par rapport au monstre. Une fois ce mouvement effectué, vous allez pouvoir jouer votre tour, donc jouer vos cartes sous forme de séquence. Pour rappel, donc le coup qui est en haut à gauche doit être payé en défaussant une autre carte d'une valeur au moins équivalente. Et toutes ces actions-là, elles vont elles aussi déclencher des dilemmes, puisque le monstre va réagir en direct à ce que vous faites. Et là, on voit à cet endroit du plateau, au milieu du plateau monstre, tous les éléments qui, à ce moment du tour, vont déclencher une réaction sur le monstre. Si je joue une carte manœuvre, je vais déclencher une réaction du monstre. Je la connais pas. Avec le temps, évidemment, je la connaîtrai puisque ce sont toujours les mêmes cartes pour chaque monstre. Si je n'avais pas bougé, vous le voyez, immédiatement, j'aurais déclenché une réaction. Et ici, par exemple, si je commence mon tour, si quelqu'un commence son tour derrière le monstre, ça va aussi déclencher quelque chose. Donc ces cartes-là, elles sont déclenchées immédiatement après que l'action en question ait été effectuée. Donc si je joue une carte bleue, j'appliquerai d'abord tous ces effets. Ensuite, je regarderai la réaction du monstre. Je vous spoile pas au cas où. Je défausserai cette fameuse réaction, j'en appliquerai une nouvelle, et donc ça fait que le monstre est très vivant puisque ce paquet-là est mélangé, et en plus certaines des réactions vont partir, vont être rafraîchies à chaque round, donc ça va entraîner des dilemmes encore supplémentaires dans le sens où si parfois vous avez un super combo en main, vous avez la possibilité de faire énormément de dégâts, mais que ce fameux combo risque de déclencher tout ou partie des réactions, bah c'est peut-être risqué en fait d'aller déclencher, on ne sait pas, des choses pires que des dégâts, c'est-à-dire condamner complètement des zones, mettre le feu, mettre du poison. Est-ce que j'ai envie, est-ce que je suis prêt à prendre le risque de faire mon super combo pour finalement peut-être prendre plus cher que ce que je vais mettre, ou est-ce que j'essaie de manipuler un peu le comportement du monstre, de temporiser, et puis de faire ce fameux combo, si je peux le garder, au moment où ce sera moins dangereux pour moi. Une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire, que j'ai joué ma série, eh bien le monstre va révéler une carte attrition. On va voir en fait le nombre de dégâts, la force en fait de son attaque de base. Là c'est 2. Si j'ai placé 2 cartes de défense dans ma série, je ne prends pas de dégâts, sinon je prends des dégâts équivalents à la force du monstre. C'est en partie l'intérêt des cartes de défense, les vertes et les jaunes.
en plus évidemment de tout le texte qui va être dessus et de ce qu'on va y déclencher. À la fin de chaque tour, le monstre se tourne vers la personne qui a l'aggro. Donc l'aggro, c'est pas du tout le jeton de menace, hein. Ça va être, à la base, c'est le premier joueur, et il y a certaines cartes qui, quand elles vont être jouées, vont vous donner l'aggro. Donc il se tourne vers cette personne, ça me permet de vous faire remarquer que ces miniatures, aussi jolies soient-elles, et on va bien sûr y venir, ne servent à peu près qu'à ça, c'est-à-dire à indiquer une direction, elles ne bougent jamais, elles ne sont là que pour montrer où le monstre regarde. Et lors des entretiens ultérieurs, il y a quelques petites choses qui vont se passer, je passe vite dessus. Il y a certaines de ces cartes qui vont être rafraîchies, puisque le monstre n'aura pas le même plan, les mêmes réactions 2 tours d'affilée. On va aussi ajouter des jetons struggle, qui est un petit peu le stress, la rage du combat, donc des jetons bleus qu'on va empiler. À partir du moment où il y en a un certain nombre, le monstre se libère un petit peu de cette rage et va blesser tout le monde, donc ça fait partie des choses à prendre en compte. D'autant que si vous videz ce deck de cartes réaction, à force de rafraîchir ce qui se trouve ici, ça va aussi rajouter des jetons. Bref, vous avez un système un petit peu de compte à rebours. Certes, il y a un nombre de tours, mais généralement, vous n'êtes pas en vie jusqu'au bout si vous n'arrivez pas à battre le monstre. Il y a un système de compte à rebours où quand même le monstre devient généralement de plus en plus fort et de plus en plus menaçant. On empile des menaces, des problématiques qu'on ne peut pas toutes gérer, et à un moment, il faut y aller en fait. Il faut prendre des risques, c'est vraiment le cœur de ce jeu, hein. À un moment, il faut savoir quand y aller, quitte à risquer sa vie, hein, littéralement, pour faire des dégâts, pour venir à bout de cette grosse bestiole. J'ajoute 2 petites précisions. La première, c'est que ces jetons struggle, les jetons colère du monstre qui vont s'accumuler passivement au fil des tours, vous allez pouvoir les défausser pour éviter le pire avec les cartes manœuvre. C'est leur but, elles ne font pas de dégâts par défaut. Ensuite, si vous terminez votre tour avec au moins 2 cartes en main, je le dis maintenant parce que je vais y revenir, c'est pas évident, hein. Si vous avez 5 cartes, vous en payez déjà une pour bouger, ça vous laisse pas grand chose, mais si vous acceptez de faire en quelque sorte un tour un peu blanc, un peu neutre, vous allez récupérer un jeton action, donc qui ressemble, hein, vous le voyez, au symbole qui est en bas des cartes, et donc ça vous fera une action gratuite au prochain tour, ce qui n'est pas banal, puisque ça veut dire qu'au prochain tour, vous pourriez par exemple le dépenser pour bouger et garder votre main de cartes intacte pour faire un beau combo. Donc c'est un élément de stratégie en plus, et ça peut être utile par exemple pour des personnages comme Kara qui reposent beaucoup sur leur combo, sur le fait d'enchaîner des cartes particulières. Peut-être que c'est bien de garder les cartes qui sont pertinentes au combo, de se prendre ce petit jeton en plus pour pouvoir bouger sans frais, et puis de pouvoir faire une attaque à un tour beaucoup plus dévastateur au round suivant. La façon principale de jouer à Primal sera au sein d'une campagne narrative, dans le cadre de laquelle plusieurs systèmes seront ajoutés, servant à faire progresser votre personnage et à choisir son parcours. Une campagne, c'est toujours 11 chapitres narratifs que vous allez retrouver dans ce gros livre et éventuellement dans les livres d'extension pour les monstres supplémentaires. Et ça va vous raconter l'histoire de l'île que vous voyez là-bas, que je vais vous montrer de plus près, le soulèvement des monstres. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 11 chapitres sont complètement décorrélés des monstres que vous allez affronter. Chaque chapitre vous raconte une partie d'une histoire qui est un petit peu fixe, il y a peu d'embranchements, il y a peu de choix et peu de conséquences, ça va juste vous exposer ce qui se passe, et pour progresser dans les chapitres, à chaque fois il faudra battre un monstre, mais peu importe lequel, vous allez avoir un choix de monstres qui vont apparaître et disparaître sur l'île selon les régions, des monstres de différents types et de différents éléments, et donc à chaque fois que vous en battez un, celui de votre choix, bien sûr ça aura un impact sur votre loot, on va y venir après, mais indépendamment du monstre, ça fera progresser le chapitre, et vous allez comme ça découvrir un petit peu l'histoire, l'intrigue derrière cette fameuse île. Alors on est sur un suivi tout ce qui est plus classique dans le cadre de la campagne, avec des éventuels achievements et mots-clés qui serviront quand même à déclencher quelques triggers au fil de la partie. Ce qui va être le plus intéressant finalement, c'est quel monstre je vais affronter, de quoi j'ai besoin, comment je vais me débrouiller, puisque, je vous le disais tout à l'heure, chaque personnage va avoir son set d'armes particulier, mais là par exemple on voit que j'ai une double lame de feu. Si je vais affronter plus tard un monstre, je sais pas, un monstre de pierre par exemple, je vais avoir la possibilité éventuellement de fabriquer des lames de pierre, aussi une armure de pierre ou bien un casque de pierre, etc. Chaque monstre en fait, chaque élément de monstre va vous permettre de fabriquer, de crafter des éléments différents, et donc c'est ça qui va déterminer le choix de votre adversaire, en plus de ses éventuelles faiblesses, puisqu'il y a un système de pierre, feuille, ciseaux par rapport aux éléments. Donc ça va vous permettre en fait, même si vous revivez plus ou moins la même histoire à chaque fois, les 11 chapitres, vous finissez par les connaître, de tester des builds différentes, des combos différents. On peut vraiment faire des trucs assez sympas et puis faire un petit peu de min-maxing entre les chapitres au fur et à mesure qu'on débloque des choses. Ici par exemple, j'ai une carte de maîtrise qui me permet d'effectuer une action quand je vide mon deck, c'est vraiment l'optique de Kara ici, c'est de vider son deck le plus possible. J'ai une arme qui devient de plus en plus forte à chaque fois que je vide mon deck et que je le remélange. J'ai un casque qui me permet au début de chaque tour de défausser une carte et d'en repiocher une, donc encore une fois le principe de mêler. Et puis une armure qui va me permettre de faire des dégâts quand je vide ma main complètement,
puisque le but de Kara, avec ce système-là de combo, c'est de placer un maximum de cartes dans sa série. Donc, à chaque fois que je vais terminer une mission, je vais avoir accès à ces petits plateaux-là, qui vont permettre de crafter. Donc on va les débloquer au fur et à mesure, j'attends que ça fasse le focus. Ici, j'ai tout ce crafting de potions avec les matériels nécessaires, et puis j'ai la même chose pour chaque type d'élément. Donc là, on est sur la plume, hein, les monstres volants. Chaque monstre volant me permet de fabriquer un certain nombre d'armes qui vont être propres, liées à la classe que j'ai choisie. Hein. Je ne peux pas prendre un marteau si je suis assassin, et puis éventuellement des petits artefacts. De la même manière, à certains moments de la campagne, je vais pouvoir faire évoluer mon deck. Donc chaque héros va disposer de certains pools de cartes, A1, B1, C1, puis C2, D2, etc. Et donc, à certains moments dans la campagne, on va me dire que je peux débloquer ces cartes-là. Elles vont de toute manière remplacer la plupart du temps des cartes standards, puisque mon arme va déterminer le nombre de cartes de chaque couleur que je peux posséder. Et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est important, même si ça va vous permettre de spécialiser vraiment votre personnage, puisque même la carte de maîtrise va changer, va être liée aux cartes que vous débloquez. Donc il y a vraiment des concepts, des façons d'aborder l'assassin, le tank ou le soigneur. Il va quand même falloir se souvenir à peu près de ce qu'on a dans son paquet, savoir à peu près ce qui peut sortir, surtout pour des personnages à combo comme Kara, se souvenir que telle carte marche bien avec celle-là, donc vaut mieux que je garde cette carte-là en main en attendant le tour prochain. Ça demande un effort de mémoire, de concentration, de maîtrise de son personnage, qui est peut-être plus difficile quand on joue en solo, c'est-à-dire forcément avec deux personnages, ou si on ne joue pas assez souvent. La campagne propose un système de scaling, c'est-à-dire d'adaptation à votre puissance sur le temps, qui est un petit peu rigide mais qui a le mérite d'exister. En conclusion, on peut aussi évoquer le mode expédition, c'est-à-dire un mode one-shot dépourvu de toute campagne et de toute narration, qui n'est pas ce pourquoi le jeu a été développé, mais qui peut-être pourra en intéresser certains. Avant tout, je vais très clairement confirmer ce que vous avez vu sur internet, Primal The Awakening est un excellent jeu. Il mise sur la rareté des ressources à un niveau assez élevé, c'est ce qui fait d'ailleurs sa difficulté, sur le fait qu'il est impossible de remplir tout le temps toutes les conditions pour être bien, donc on est toujours un peu sur le fil, que ce soit à cause de l'attrition, vous l'avez vu, à cause du struggle, les petits jetons bleus qu'on empile, à cause des réactions, de la nécessité de bouger, ou encore du fait qu'il y ait une sorte de timer invisible, puisque le monstre est de plus en plus fort au fil du temps, donc en fait on n'a pas tout le temps qu'on veut. Et tout ça, ça va rendre les monstres vraiment vivants. Vous allez avoir l'impression qu'ils se mettent en colère, qu'ils renforcent leurs réactions si vous les avez énervés, ils vont se tourner vers la personne qui leur semble la plus menaçante, parfois même ils auront l'air d'anticiper vos actions, puisqu'ils sont souvent designés pour contrer les tactiques optimales, et puis surtout, ils seront toujours en tout cas imprévisibles, puisqu'avec le refresh de cartes réaction, à la fin des tours, vous ne saurez jamais complètement comment ils vont se comporter et la meilleure technique à adopter. Mais la tension du jeu elle se fait au moins autant par l'anticipation que par l'action, déjà parce que le monstre il va falloir apprendre à le connaître et puis un petit peu apprendre à le voir venir, en regardant la défausse de cartes attrition, si je vois que les grosses cartes attrition sont sorties, je sais que j'ai un petit peu moins besoin de me défendre par exemple, et puis aussi en apprenant à gérer sa main, à accepter de faire des tours un peu blancs où on va ne jouer qu'une carte ou deux cartes, pour se réserver soit les meilleures cartes pour faire un meilleur combo plus tard, soit tout simplement pour obtenir un jeton action supplémentaire au tour suivant. Dans tous les cas, il va falloir gérer les moments où on se met un peu en danger et les moments où on tape vraiment fort. Et en plus d'avoir l'air vraiment vivant, ces monstres déjà sont très variés et ils sont surtout très rejouables, puisque pour les plus coriaces d'entre eux, on parlait de courbe de progression, deux rencontres ne seront pas trop pour maîtriser le pattern. Souvent les cartes vont être désignées de manière à ce que l'action la plus intéressante que vous pourriez faire entraîne des conséquences fâcheuses via une réaction du monstre. Une fois que vous connaîtrez le bestiau, vous saurez quoi faire quand et qu'est-ce qui déclenche quoi, vous pourrez mieux adapter votre stratégie à sa posture actuelle et puis aux cartes réactions que vous avez devant les yeux. Et malgré tout, malgré ce côté assez difficile, assez exigeant disons, Primal n'est pas un jeu cruel, puisque si vous échouez en campagne lors d'une rencontre contre un monstre, vous pourrez recommencer cette rencontre sans aucun frais, entre guillemets, vous récupérerez même les objets que vous aviez dépensés, vous pourrez aussi choisir d'essayer d'en affronter un autre. Dans tous les cas, en termes d'histoire, ça ne bouge pas, simplement vous ne progresserez pas dans les chapitres narratifs tant que vous n'aurez pas battu au moins un monstre. Ce que je trouve le plus marrant, c'est qu'avec son plateau ridicule à 4 cases, le jeu arrive à créer de grands enjeux, y compris au niveau du mouvement. Le coup de génie, à mon avis, c'est la quasi-obligation de gâcher une carte ou en tout cas une action pour bouger en début de tour. Ça renforce le concept proéminent du risque-reward et ce sera appuyé par la présence de décors dont les effets sont variés et de certaines mécaniques de monstres qui elles aussi vont vous obliger à bouger ou à surveiller l'endroit où vous êtes. Avec une combinaison d'action, de réaction, de position, de struggle et autres périls,
Le jeu non seulement ne vous laisse pas le loisir de cet immobilisme, mais en plus il vous donne rarement l'occasion de répéter le même coup gagnant plusieurs fois d'affilée dans le même combat, et c'est un peu le sens des objectifs qu'ils vous ont proposés et qui pour partie sont cruciaux dans les victoires. Ce qui ressort de tout ça, ce qui ressortira de la plupart de vos parties, c'est que vos plus grands succès ne se feront qu'au prix de prises de risques mortelles, ce qui rend les affrontements vraiment mémorables, et c'est le genre de jeu dont on reparle longtemps après avoir rangé le matériel. Pour ne rien gâcher, Primal propose des synergies entre les personnages qui sont très intéressantes. Évidemment, ça va être top à 2 joueurs et plus, et évidemment aussi, premier revers de cette vidéo, en solo il va falloir aimer réfléchir, il va falloir avoir une grande capacité de concentration, puisque le titre va vous demander d'être au taquet, d'être complètement conscient de ce que vous avez dans 2 mains différentes, voire même 2 decks à la fois, puisque la campagne apporte un deck building qui va être varié, très riche, qui va vraiment permettre de spécialiser chacun des combattants, mais vos résultats ne seront que meilleurs si vous arrivez à jouer votre classe correctement, c'est-à-dire savoir ce qui va sortir, ce qui est déjà sorti, quelle carte attendre et quelle carte garder. Si je voulais continuer sur cette tendance de points un peu plus négatifs, histoire d'amener ma prochaine partie sur les dilemmes du jeu, Reggie Games a fait 2 fois au moins qui d'après moi rendent son titre assez difficile à sortir. D'abord, il est long à mettre en place, et ça, il n'y a rien à faire, vous pouvez être organisé comme vous voulez, il y a énormément de cartes qui sont liées à chaque joueur, qui sont liées aux monstres, qui sont liées aux événements, donc ça prendra du temps, vous ne pouvez pas le sortir entre 2 tables, d'autant moins que c'est un jeu qui va vous proposer en tout cas une histoire assez dense malgré tout, et qu'on va vous demander de suivre assez intensément. On vous conseille même de prendre des notes, et à la fin de la campagne, on va vous poser une série de questions. Avez-vous bien compris ce qui se passe? D'après vous, bon, je veux pas spoiler, mais d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les perspectives? Donc c'est pas un jeu non plus que vous pourrez sortir une fois tous les 6 mois quand les copains passent à la maison, parce qu'il va falloir rester imprégné dans l'univers, vous souvenir de quel personnage fait quoi, d'abord pour réussir à aller au bout de la campagne et répondre aux questions, mais même pour vraiment profiter des perspectives qu'offre Primal. Je glisse ici un autre reproche que j'ai lu mais que je n'ai pas expérimenté. Il y a certaines personnes, peut-être un peu plus min-maxeurs que nous, qui disent que vers la fin du jeu, leurs personnages finissaient beaucoup trop fort, que ça avait tendance à casser le jeu, qu'ils avaient débloqué des armes tellement balèzes avec un super équipement qu'il n'y avait plus de difficultés. Alors, ça casse un petit peu mon propos sur le fait que l'enjeu se fait par la rareté et la prise de risque. Ceci étant, bon déjà moi j'ai pas vécu ça, et puis il existe un mode cauchemar, qui certes est une extension, et le mode cauchemar, je peux vous dire qu'il est vraiment costaud. Ceci dit, moi je trouve que la multitude des effets et des recettes contribue au plaisir du jeu, d'aller chercher la meilleure arme, les meilleurs combos entre les éléments, et ça contribue aussi à la difficulté, à l'enjeu que le titre va proposer, puisqu'il va falloir trouver le combo auquel est faible tel monstre, et puis savoir s'adapter pour le monstre suivant, et tout ça, ça rend l'ensemble vraiment intéressant. Et ce que je vais vous dire maintenant va peut-être vous surprendre, mais je trouve que malgré tout ce que je vous ai dit, le positif, le négatif, la complexité, la lourdeur, etc., malgré tout ça, je trouve qu'on est en face d'un titre relativement sobre, qui arrive à beaucoup de choses dans une relative économie de place. Contrairement à son concurrent historique, qui est Monster Hunter, et qui lui tient absolument à reproduire le jeu vidéo à grand renfort de jetons, d'icônes dans tous les sens et de phases d'approche scénarisées, Primal reste sur le boss battler pur, sans pour autant d'ailleurs se priver d'une narration, mais qui sait rester à sa place, qui apporte un vrai lore et de vraies pistes de réflexion entre les combats. Mais paradoxalement, ces niveaux place dans les boîtes que Reggie, vraiment, pour moi, c'est loupé. Les inserts, entre guillemets, ont au moins 5 ans de retard dans leur design. Il faut tout entasser dans quelques boîtes pour essayer de gagner un petit peu de place. C'est ni pratique ni bien pensé. D'ailleurs, il n'y a pas 2 boîtes qui font la même taille et il n'y en a pas la moitié qui rentre dans les calax. Et ça nous amène au premier gros problème, ces gigantesques figurines qui ne servent quasiment à rien et qui, évidemment, font exploser le prix des boîtes. On peut spécifier que ces figurines rendent le jeu littéralement intransportable, puisque au-delà de la big box qui était fournie avec le Kickstarter, qui est carrée, plate, qui rentre donc dans quasiment aucun sac et même pas dans une calax, on n'a que des boîtes sans vrais inserts fonctionnels, juste avec des espèces de moulages plastiques. Il y a plus de vide que de figurines dedans, et comme dans le cadre d'une campagne, vous allez, au fil des embranchements, choisir qui vous souhaitez affronter, il vous sera difficile de ne prendre qu'un seul monstre ou qu'une seule boîte. Vous êtes quasiment obligé, pour exagérer un petit peu, de tout emmener à chaque fois, et c'est vraiment très compliqué. Ils n'ont jamais envisagé de solutions petit budget en fait, avec par exemple des gros standees pour les monstres, ou même simplement des standees pour les héros. Alors je comprends que plus vous créez de versions différentes d'un jeu, plus ça crée de lignes de production, et plus ça coûte cher en fait. Mais là il est impossible de faire une solution discount ou facile à transporter, avec des figurines aussi énormes. Alors certes, bien sûr elles sont magnifiques,
mais leur utilité dans le jeu, encore une fois, est limitée, et elles prennent une place complètement folle. C'est sans compter le fait que vous avez donc maintenant jusqu'à 6 personnages, et que pour chacun de ces personnages, il faut au moins un exemplaire de chaque carte, puisque le dos va être différent. Donc vous avez une boîte, la fameuse carré plate, qui est pleine à ras-bord de cartes qui, pour la majorité, ne vous serviront jamais. En parallèle de ça, Primal s'est toujours refusé à être un jeu d'ambiance, un jeu prétexte, un jeu avec uniquement des belles figurines et puis beaucoup de hasard. Il peut être assez retors par moment, il demande dans tous les cas une solide réflexion ainsi qu'une capacité à jouer en commun, dans le cas où vous jouez en multijoueur, mais même en solo de toute façon, vous devez marier au moins 2 personnages. Et malgré cette richesse mécanique, malgré le nombre de choses auxquelles il va falloir penser, malgré le nombre d'étapes de chaque tour, eh ben, l'aide de jeu de Primal, c'est jamais que ça, un petit bidule comme ça, avec éventuellement quelques rappels de mots-clés pour chaque personnage, ce qui fait que quand vous débutez le jeu, ça va vous paraître un petit peu compliqué de vous souvenir de tout, vous allez sur vos 3, 4, peut-être 5 premières parties régulièrement oublier une étape, mais ça va encore se compliquer quand vous allez commencer à vous concentrer sur une stratégie, quand vous êtes sur un moment crucial. Est-ce que je sacrifie un tel? Est-ce que je prends le risque de faire tel mouvement, sachant que le monstre va riposter? Et quand vous allez sortir, en tout cas c'était mon cas en solo, quand vous allez sortir de cette réflexion, en vous disant « Ok, je fais ça », ça va toujours être le moment où vous allez vous dire « Ah mince, alors est-ce que j'avais posé le jeton struggle ou est-ce que j'en étais pas encore là? Est-ce que je m'étais arrêté au début ou à la fin du tour ?» Du coup, que vous soyez un grand débutant ou bien quelqu'un qui est relativement expérimenté avec le jeu maintenant, vous allez souvent vous retrouver à imprimer plusieurs aides de jeu, assez d'aides de jeu pour constituer un livret de règles dans un autre jeu. J'en ai absolument partout. J'en ai là, alors par exemple avec tous les mots-clés, hein, j'ai toutes les étapes à surveiller d'un tour. Celle-là est assez sympathique parce qu'elle est assez riche. Le nombre de... le nombre de choses à surveiller à chaque tour. Vous les avez vus en photo tout à l'heure, tous les dessous, les espèces de petites tuiles là pour mettre les paquets de cartes qui rappellent les étapes importantes d'un tour. J'ai les mêmes pour le monstre. Alors d'abord, grosse dédicace à la communauté BGG qui se donne le mal de faire des aides de jeu qui en plus sont jolies et qui, si j'avais eu le courage de les imprimer sur du papier cartonné, s'intègrent très très bien au matériel du jeu. Mais il faut garder à l'esprit que c'est un jeu pour lequel il vous faudra toujours une béquille et, je vous le dis paradoxalement, cette béquille, le jeu vous la donne pas. De fait, selon votre état de fatigue ou de stress du moment, ou bien tout simplement selon vos capacités de concentration, c'est un jeu qui va pouvoir être épuisant mentalement, si vous jouez seul bien sûr, ou si, comme dans de nombreux groupes, vous êtes le seul à maîtriser les règles, mais j'ai envie de dire épuisant pour les mauvaises raisons, puisque toutes ces mécaniques, ces surmécaniques, ces petits triggers à surveiller de partout, sans aucune aide de jeu ou indication sur un plateau, puisqu'il n'y a pas de plateau, à part les espèces de petits feuillets joueurs, ça va prendre du temps de cerveau, entre guillemets, qui devrait être alloué normalement à la résolution du combat, à la réflexion de vos combos. À cela s'ajoute bien sûr une multitude de jetons, de cartes et de compteurs qu'il sera parfois facile d'oublier. Dans tous les cas, il me paraît quasiment impossible, et ce quelle que soit votre expérience avec le jeu, de surveiller chaque phase du round en gardant rigoureusement à l'esprit les triggers, les effets du terrain ou des jetons qui se baladent, le contenu de vos mains, les éventuelles synergies entre les cartes, etc., etc., et de pouvoir allouer sereinement assez de temps, en tout cas assez de réflexion, à votre stratégie, au combo. À un moment, si vous êtes seul, il va falloir être très 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 solide et je pense que ce sera jamais optimal. Et si vous êtes à 2 et plus, il me semble indispensable qu'au moins un autre de vos joueurs maîtrise aussi les règles, soit capable un petit peu d'être un filet de sécurité en vous disant « Tiens, t'as oublié ça » ou « N'oublie pas cette phase-là » ou « Il faudrait peut-être qu'on fasse ça ». En fait, et c'est l'argument que je voulais amener avec cette vidéo, Reggie Games a essayé avec sa campagne de plaire à peu près à tout le monde, ou en tout cas aux 3 grandes catégories de joueurs, que sont d'une part les figurinistes, ceux qui vont aimer ces énormes bestioles pour les peindre, les agrémenter et puis éventuellement les exposer, ceux qui sont plutôt des min-maxeurs, qui vont aimer les jeux exigeants, punitifs, comme on le voit ici avec tout cet enjeu de gestion de cartes et de gestion de risques, et puis les amateurs de narratifs, de jeux à campagne et de jeux à ambiance. Le problème, c'est que c'est souvent difficile de faire plaisir aux 3. Et j'irais même plus loin en disant que c'était pas nécessaire d'essayer de faire plaisir aux 3 et qu'un choix était quand même possible. Par exemple, je vous pose la question, est-ce que les figurinistes ont besoin de justifier leur pledge par des règles de fou et des jeux très complexes? Absolument pas. Est-ce que les min-maxeurs ont besoin de superbes matériels pour profiter de leur mécanique? Pas forcément. Alors évidemment, ça n'empêche pas Primal d'être globalement extrêmement bien reçu, je vous renvoie à sa notation moyenne sur BGG, ce qui est normal et légitime vu la qualité de son gameplay, mais peut-être qu'il va se fermer un peu artificiellement à un public plus large et moins niche, du fait, et c'est ou choix ou cumulatif, de son gameplay qui est pas très fluide, ou de sa propension à en faire des tonnes en figurines et donc à enfler son prix.
Alors, est-ce que je vous conseille Primal The Awakening? Clairement oui. Si, pas forcément si vous êtes expert, mais en tout cas si vous n'avez pas peur des règles assez velues, des tours assez riches en mécanique et en petites étapes, si vous avez bien sûr un groupe qui va être prêt à s'investir sur la durée ou sur un certain laps de temps, ou bien si en solo vous êtes assez solide entre guillemets mentalement, si vous avez l'habitude de jeux assez exigeants en solo et que vous avez la capacité de concentration nécessaire pour aller au bout des tours, à la fois en n'oubliant pas de règles, mais aussi en construisant une stratégie intéressante. Bien sûr, à titre personnel, étant un grand avocat du multi, je pense que ce jeu sera plus fun à plusieurs. Ceci étant, quel que soit votre niveau et le nombre que vous êtes, le mode expédition, qui propose des decks préconstruits, permet de soulager un petit peu la charge mentale et de jouer de manière un petit peu plus légère, de mieux profiter de l'univers du jeu, tout en gardant à l'esprit que le déroulé d'un tour et les règles intrinsèques, elles seront toujours à maîtriser. Vous le savez, je ne suis pas un grand fan de ces modes one-shot dans les jeux prévus pour être des jeux à campagne. En tout cas, cette fameuse campagne, elle est très agréable. La narration aussi, je vous le dis, elle est à sa place, elle n'est pas trop longue. On est en quelque sorte sur du Monster Hunter avec une touche parfois un petit peu plus mystique. On a des sortes de visions. Il y a aussi un petit côté conquête de l'Amérique, puisqu'on est sur une terre où on n'est pas chez nous, et une terre qui va se rebeller contre nous. Et surtout, malgré l'aridité du matériel, on n'a quasiment qu'un seul plateau pour l'intégralité du jeu, un plateau qui est tout petit, on est vraiment transporté dans les mondes qui nous sont décrits grâce aux éléments de décor, grâce à cette fameuse narration. On n'a aucun mal à se projeter, d'autant plus parce que les monstres, vraiment, dans leur comportement, nous paraissent vivants. C'est bon à noter pour ceux qui sont peut-être les plus acharnés du jeu et qui vont vouloir min-maxer, en profiter sur le long terme, particulièrement depuis le lancement du jeu sur le store de Rage Games. Leur Discord propose très régulièrement des défis, c'est-à-dire des boss dans des configurations particulières avec une difficulté particulière. Cette communauté, elle est très vivante, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup d'échanges, donc je vous conseille d'aller y faire un tour puisque non seulement vous allez pouvoir peut-être partager des points de vue ou avoir des réponses à vos questions, mais ça vous permettra aussi de relever de nouveaux défis avec le temps quand vous aurez terminé la campagne plusieurs fois et que vous estimerez être un expert de Primal. Malgré tout, et du fait de son prix, c'est un jeu qu'il vaudrait mieux idéalement tester avant d'acheter, d'autant que si certaines extensions vont vous paraître dispensables, comme celles qui rajoutent de nouveaux héros ou bien des éléments de décor en plastique, la majorité des boîtes supplémentaires amputent directement la campagne. C'est d'ailleurs assez dommage d'avoir choisi ce business model, mais si vous n'avez pas les extensions qui sont liées aux nouveaux éléments, vous aurez moins de quêtes au fil du jeu, et rajouter ces extensions plus tard vous oblige à recommencer la campagne pour avoir accès aux quêtes dédiées. Je ne mentionne même pas l'extension qui permet de jouer en très difficile, et qui du coup sera une perte sèche si vous ne l'avez pas au moment où vous avez l'impression d'être vraiment à l'aise avec le jeu. À titre personnel, j'accueillerai avec grand plaisir de nouvelles extensions, parce que dans ce genre de monde, pas du tout ouvert, mais qui donne l'impression d'être ouvert, qui donne cette impression d'exploration, de vie, on a envie d'avoir le plus de choix possible, de possibilités, on a envie d'aller vraiment plus loin dans le monde. La question restera bien sûr où vais-je les ranger, puisque les boîtes et même la Big Box qui avait été livrée au moment du Kickstarter ne prévoient aucun emplacement supplémentaire pour du contenu additionnel. Ça promet donc de jolies prises de tête avant même de pouvoir profiter de ce nouveau contenu. Pour faire simple, j'aime Primal comme j'aime Unsettled, et à peu près d'ailleurs je pense aussi fort, d'abord parce que si on le déshabille de tout son lore, de toute sa DA, de tout son univers, ce sont avant tout des puzzles vivants, des défis logiques dont la solution peut presque mathématiquement être déterminée, et donc ça rend ces jeux-là très intéressants. La notion de hasard est très relative, on est plus sur de l'anticipation, et puis sur de l'adaptation, et aussi pour ce sens de la découverte, de l'exploration, de l'inconnu absolu, que les deux rendent tellement bien, de par leur narration qui sont très différentes. Ensuite, pour la qualité de sa narration, pour sa capacité à nous aspirer dans son univers, on a vraiment une excitation de la nouveauté, on a l'impression d'être un explorateur, un aventurier. Alors évidemment, dans le cas d'Unsettled, comme dans le cas de Primal, une fois qu'on aura vu tous les monstres, toutes les planètes, toutes les régions, selon le cas, cette excitation va diminuer un peu, va avoir tendance à disparaître, mais l'intérêt pour le jeu sera toujours maintenu, et c'est peut-être encore plus vrai pour Primal, par la solidité de ses mécaniques et par l'enjeu permanent que représente l'affrontement de ces monstres. Ainsi se termine cette première review de l'année que j'ai voulu un petit peu plus dynamique, c'est la tendance que je voudrais prendre pour 2025, quelque chose d'un petit peu moins scripté, un petit peu moins peut-être journalistique, comme c'était avant la marque de fabrique de la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît, si vous trouvez cette vidéo agréable. Nous on se retrouve très rapidement pour parler de l'extension d'un jeu qui avait fait débat au moment de sa campagne et qui continue à cliver les joueurs aujourd'hui. Je vous en dis pas beaucoup plus, portez-vous bien, salut!